Euh, Très bien. Du coup, je voudrais faire une autre présentation de Code Artist. Et pour motiver ça, je voudrais juste replacer un peu la vision que j'ai, enfin, réinsérer ça dans la vision que j'ai par rapport au travail du futur. À mon avis, la valeur du travail futur, elle sera dans les problèmes qui sont un peu des one-off actuellement. Des problèmes qui sont généralement complexes, mal définis, qui peuvent faire intervenir différents types de sciences, différents types de méthodes de résolution, et, euh, et qui du coup nécessitent un vrai choix, une vraie intention dans la résolution du problème. C'est très différent de la vague de travail autour de l'IA générative qui est liée à l'automatisation, parce que moi, à mon avis, dès qu'on a automatisé quelque chose, la valeur de cette tâche, elle tend vers le zéro. Enfin, voilà, et donc à mon avis, c'est pas là que ça va se jouer, parce que ces automatisations, on va progressivement les faire, et en fait, le niveau technique, il va devoir monter pour rester sur des axes qui sont valorisables. Donc il faut aller chercher des problèmes qui sont un peu complexes, qui sont ambigus, sur lesquels il faut faire un choix, et c'est justement ce choix qui, s'il est fait avec expertise, que du coup, il y aura des gains et qu'il y aura de la valeur. Voilà, donc ça, c'est ma perspective, et du coup, ce que j'essaie de me dire, c'est qu'en fait, ces problèmes, euh, ils sont pas faciles à régler. Donc en fait, typiquement, quand on en règle un, on règle une instance, donc juste un sous-cas. Et donc ma question, c'est, enfin ce que j'essaie de faire avec ces outils, c'est de me dire, une fois que j'ai réglé ce sous-cas, comment est-ce que je fais pour généraliser le plus vite possible sans perdre la spécificité et la confiance que j'ai dans ma solution. Donc c'est ce que je vais essayer d'illustrer ici. Et pour rendre ça un peu tangible, je vais parler d'un. Je me place dans le contexte de la théorie des jeux et je vais introduire deux, trois petits concepts très rapidement pour ensuite motiver et permettre de comprendre et d'appréhender ce que j'ai fait par la suite. Voilà, donc bon, la théorie des jeux, je ne rentre pas trop dans les détails, mais en gros, c'est une science qui permet d'anticiper et d'analyser des situations stratégiques où on va avoir un ou enfin, plusieurs joueurs, donc multi-agents, euh, avec voilà, des situations stratégiques qui peuvent être uniques, simultanées, séquentielles, ainsi de suite. Et parmi enfin, les problèmes de la théorie des jeux qui sont très connus, il y a le dilemme du prisonnier. Donc très rapidement, l'idée c'est que on va avoir deux personnes qui sont suspectées d'avoir commis un méfait, qui sont dans deux salles différentes, sans possibilité de communication et retenues par la police. Chacune de ces personnes a deux options. Soit elle décide de balancer ou pas son présumé comparse, enfin, soit elle décide de balancer son présumé comparse, soit elle décide de ne pas le faire et donc de se taire. Et l'autre personne a exactement les mêmes choix, donc c'est symétrique. Et encore une fois, aucune possibilité de communication. Du coup, ça peut se représenter par ce qu'on appelle un jeu de forme normale, que j'ai marqué, enfin que j'ai noté ici. On peut avoir différents scores, hein, mais c'est ce principe. Et donc là, en gros, si les deux joueurs décident de se taire, donc joueur 1 meum et joueur 2 meum, donc ils décident de ne pas parler, ils ont un payoff, une récompense de 4. S'il y en a un qui décide de parler et l'autre non, ils vont avoir une récompense asymétrique de 5 pour celui qui a balancé l'autre et -1 pour celui qui s'est fait avoir. Et finalement, il y a le cas 1-1, donc en fait, où les deux décident de parler, et donc ils ont une récompense de 1-1, donc qui est pas optimale comme jeu. Voilà. Il y a quelque chose qu'on appelle l'équilibre de Nash. En gros, l'équilibre de Nash, c'est une situation d'équilibre dans laquelle aucun des joueurs n'a intérêt à dévier si l'autre ne dévie pas. Donc là, par exemple, pour donner un exemple, ici, l'équilibre de Nash, c'est le cas où en fait les deux se balancent. Parce que s'ils sont ici et que le joueur 2 décide de changer, ça veut dire le joueur 2 il décide de passer de je balance mon pote à je balance pas mon pote, en fait il se retrouve dans une situation qui est moins favorable pour lui et qui sera en fait meilleure pour l'autre personne. Donc en fait ils convergent sur cette situation qu'on appelle un équilibre de Nash. Voilà. Et ça permet de savoir, en supposant que les joueurs sont rationnels, quel sera le déroulé de la partie. Voilà. Là, c'est une partie qui est très simple parce qu'il n'y a qu'un seul jeu simultané. Mais il y a des cas qui sont plus complexes que je vais un peu illustrer. Il y a des contextes dans lesquels on n'a pas d'équilibre de Nash. Il y a des jeux type pierre-feuille-ciseaux que j'ai marqué ici qui n'ont pas d'équilibre de Nash, en fait, où il y a toujours une stratégie qui sera. Enfin, il n'y a pas de meilleure réponse à une stratégie. On peut perdre dans différents contextes. Et du coup, quand c'est le cas, on fait appel à ce qu'on appelle des équilibres de Nash mixtes. Ça veut dire on va pas choisir une seule stratégie qu'on appelle une stratégie pure, mais on va avoir en fait des stratégies qui sont pondérées par des probabilités. Donc on va assigner une probabilité à chacune des actions. Et comment est-ce qu'on calcule ces probabilités? On va les calculer pour que en fait, il n'y ait aucune action qui soit préférable à une autre. Si aucune action est préférable à une autre, ça veut dire que j'obtiens le même payoff, la même récompense
quelle que soit l'action que j'ai choisie. Et du coup, ça me permet en fait, en faisant un petit peu de maths, de récupérer du coup les probabilités qu'il faut assigner à chacune des actions. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, c'était juste pour dire qu'il y a des contextes où en fait, il n'y a pas d'équilibre pur. Et en fait, ce qu'on peut faire, la seule chose qu'on peut faire, c'est trouver des probabilités. Voilà. C'est plus compliqué que ça, mais je passe. Voilà. Donc il y a plein de... voilà. Donc là, les deux jeux que j'ai montrés, c'est des jeux qui sont des jeux simultanés et uniques. Donc en fait, on joue une fois et ça s'arrête. Il y a des situations qui sont comme ça dans le monde réel, mais il y a plein de situations qui ne sont pas comme ça. En particulier, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on va avoir un déroulé séquentiel. On va avoir plusieurs étapes et chaque étape peut être considérée comme ce qu'on appelle un sous-jeu. Enfin, il y a plein de façons de présenter ça. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des situations extensives, des jeux extensifs. Bon, c'est grossier ce que je dis, mais voilà. Donc parmi les situations extensives, il y en a une qui est très connue parce qu'elle représente ce qui s'est passé pendant la crise de Cuba et la crise des missiles nucléaires de Cuba, où en fait, du coup, il y avait deux superpuissances qui se jaugeaient pour savoir ce qu'il fallait faire parce qu'il y avait potentiellement un danger. Cette situation, c'est ce qu'on appelle, on l'appelle MAD, ce jeu pour Mutually Assured Destruction. Et en gros, ça ressemble à ça. Donc il y a un joueur qu'on appelle le A, qui va en fait se rendre compte qu'il y a un problème avec des missiles pas loin. Ce joueur, il a deux options, soit il décide d'ignorer la situation, soit il va escalader. Et ensuite, c'est à l'autre joueur de faire quelque chose. Donc soit si le joueur A a décidé d'escalader, le joueur B, il peut décider d'ignorer ou en fait de se replier. Et du coup, ça fait un score qui est positif pour le joueur A et qui est à 0 pour le joueur B. Enfin, bon, bref, ça dépend des scores. C'est un ancien score, ça. Voilà, et s'il décide d'escalader, on rentre dans ce qu'on appelle l'état de guerre. Et donc ça va être un jeu simultané. C'est pour ça que j'en ai parlé précédemment. Ça veut dire qu'en fait, là, on a une situation, enfin, dans ce contexte, dans cette modélisation, on a ce qu'on appelle une résolution, enfin un jeu d'informations imparfaites. Ça veut dire que là, le joueur A et le joueur B, ils vont jouer en même temps. C'est pas le joueur A puis le joueur B. Donc là c'était séquentiel et là aussi, et là ça va être simultané, et donc en fait le joueur B, lorsqu'il prend une décision, il sait pas où est-ce qu'il est par rapport au joueur A, il sait pas si le joueur A il a fait R ou il a fait D, et du coup en fonction de ce qui a été choisi, il y a des payoffs qui sont différents, donc voilà, qui vont de moins 100 à moins beaucoup, moins 1000, moins 500, enfin bref, encore une fois ces chiffres ils sont pas importants, c'est juste pour illustrer un peu la situation. Bref, donc, juste pour recoller un peu les wagons, comment est-ce qu'on résout cette situation? Enfin, comment est-ce qu'on peut résoudre cette situation? C'est, vu qu'ici, on a en fait quelque chose qui est une information qui en fait, on peut la résoudre via ce qu'on appelle de l'induction, enfin backward induction. Donc, en fait, on va résoudre les jeux qui sont les derniers jeux et remonter progressivement. Donc ça suppose qu'on est capable de faire un découpage qui s'appelle un découpage en sous-jeux. Et donc en gros là je donne la réponse, voilà, il y a trois sous-jeux, donc il y a un sous-jeu qui est comme ça, donc qui s'arrête juste au niveau du stage de guerre, il y a un jeu qui s'arrête au-dessus au niveau de la décision, deuxième décision, et après il y a le sous-jeu entier qui est en fait, l'entièreté du jeu qui est toujours un sous-jeu. Bref, donc en fait pour résoudre ces situations et savoir ce qui risque de se passer, on a besoin de résoudre le sous-jeu du dessous, le sous-jeu du dessus, et encore après le sous-jeu final, on aura la décision parce qu'on va remonter comme ça. Et résoudre le sous-jeu, ça veut dire en fait trouver les situations stratégiques. Là, on a trouvé les équilibres. Et donc là, en fait, je l'ai dit, on a un jeu, une phase qui est imparfaite, donc les deux joueurs vont jouer en même temps, et il n'y a pas d'équilibre de Nash pur. Et donc en fait, il faut trouver on peut pas trouver il faut trouver un équilibre de Nash. Bref, donc du coup, il y a une résolution spécifique qui se fait là-dedans, et après, ça remonte. Bon, je vais pas faire toute la démarche, mais voilà. En gros, on a besoin de trouver une résolution mixte ici, qui nous permet ensuite, après, de faire un choix à ce niveau-là, puis un dernier choix. Voilà. Cette résolution, elle est spécifique. Je peux donner ce problème à ChatGPT, lui dire de me trouver une solution, il va le faire, mais en fait, il y a un niveau de granularité, un niveau de choix en fait dans les articulations. Comment est-ce que je vais résoudre? Où est-ce que je trouve les subgames? Comment est-ce que je trouve les subgames? Voilà, qui en fait n'est pas trivial. Passer ça via un prompt, à mon avis, c'est peut-être faisable, mais c'est très compliqué. Ça nécessite
une très bonne compréhension déjà de la situation stratégique. Et en fait, vu que la quantité de code qui va être produite, elle peut être importante, des fois, je ne vais pas savoir si en fait il n'a pas entre guillemets triché ou rentré une espèce d'heuristique ou d'abstraction qui n'est pas celle que je voulais, qui ne résout pas le problème quand je veux. Parce que moi, en fait, ce problème-là, en fait, je m'en fiche. Il n'a aucune valeur pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est d'être capable de prendre cette formalisation, donc en fait, définir une situation stratégique avec plusieurs étapes, avec potentiellement des zones d'incertitude, et ainsi de suite, et être capable d'appliquer ça à des situations qui sont les miennes. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe dans la R&D, qu'est-ce qui va se passer en IA, où est-ce qu'il faut investir, ce genre de choses. C'est ça qui va apporter de la valeur. C'est rapporter cette formalisation qui est très puissante vers des situations qui sont les nôtres. Mais on s'en fout de résoudre celle-là. Donc ce qu'on veut, c'est se servir de cette situation pour générer une solution qui soit généralisable. Voilà. Et là, moi, donc j'ai résolu ce truc-là à la main, j'ai généré de l'expertise, je connais les résultats pour certaines valeurs des chiffres, je connais les résultats, je sais ce que je dois avoir, et donc je sais comment vérifier les résultats qui me seraient donnés. Voilà. Donc, en gros, la question, c'est comment est-ce que je fais, vu que j'ai résolu cette instance à la main, parce que voilà, il y a quelques opérations mathématiques, il y a une démarche pour résoudre qui n'est pas triviale, comment est-ce que je fais pour en fait, prendre cette expertise, la transférer sur cette résolution de problème, et ensuite, ce qui me rendra capable de l'étendre vers d'autres contextes. Donc, ma proposition, c'est Code Artist. Donc, j'en ai parlé précédemment, je vais aller très vite là-dessus. Ma proposition, du coup, c'est Code Artist. Et en gros, l'idée, c'est très inspiré d'un logiciel qui s'appelle Substance Designer, ou lors de PyTorch, où en gros, en fait, je vais faire des calculs sur un graphe. Ça veut dire que je vais générer un graphe de calcul. Sauf que dans PyTorch, en fait, ce qui passe, c'est les informations de gradient, c'est les connexions entre les opérations. Dans Substance Designer, ce qui passe, ce sont les pixels. Ça veut dire, je pars d'un pixel, je applique des opérations, d'autres opérations, et ainsi de suite. Et à la fin, j'obtiens des cartes qui vont composer mes textures. J'en avais parlé la dernière fois. Bah moi, en fait, ce que je fais dans Code Artist, c'est que je vais me passer des fonctions. Je vais me passer des fonctions ou des informations spécifiques. Et en fait, je vais faire des opérations sur les fonctions. Donc, par exemple, je vais charger une fonction, je vais demander une variation, je vais la recombiner avec une autre fonction, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ça que je voudrais illustrer maintenant. Voilà. Et donc, juste pour aller directement, enfin, je présente un peu les résultats parce que après c'est des graphes et ça peut être un peu brutal. Mais en gros, ce que je vais montrer, c'est je pars d'un problème qui est complètement hard-codé, qui n'a aucune valeur industrielle parce qu'en fait, il n'y a aucune place pour les options, ainsi de suite. Je pars d'un problème qui est hard-codé, et après, je vais générer deux streams. Donc, je vais générer un stream pour redéfinir le format du jeu et avoir quelque chose de plus flexible, qui me permettra du coup après d'injecter de nouveaux jeux dedans. Voilà, après, je vais rendre le jeu un peu plus compliqué. À côté de ça, je vais générer des fonctions pour avoir des plots. Et ensuite, je vais ramener du coup ce jeu plus sophistiqué dans ce que j'appelle la stratégie de résolution qui, en fait, là, n'apparaît pas, mais est la partie la plus complexe, dans laquelle, en fait, il faut avoir du code qui va prendre un jeu et identifier les sous-jeux, qui va, du coup, pour chacun de ces sous-jeux, définir si c'est des sous-jeux qui sont imparfaits ou parfaits. À partir de là, on va choisir des méthodes de résolution qui ont une logique particulière. Et ensuite, c'est l'agrégation de toute information. On peut visualiser du coup les résultats, et après, l'idée, c'était justement d'exporter vers d'autres contextes. Voilà, et donc ça, je vais le montrer sous forme de graphe. Et en fait, l'essentiel de la partie, en fait, elle est complètement inapplicable à d'autres contextes. C'est-à-dire que si je prends le code qui a été généré jusque-là, bah, ça n'a aucune valeur pour d'autres use cases. Par contre, à partir d'ici, ça devient un peu plus générique, et au final, je montre après que pour un problème connexe voisin, donc il y a la même structure, mais qui peut traiter un cas qui est complètement différent, en fait, je peux réutiliser exactement le même code, et du coup, ça me fait comme une librairie que je peux après exporter pour traiter toutes les situations qui sont un peu similaires. Voilà, donc après toutes ces abstractions, passons du coup à la partie pratique. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors ça c'est le brouillon, ça c'est le brouillon, et ça c'est le résultat après, voilà, parce que du coup je crée l'outil et j'apprends à l'utiliser en même temps. Donc voilà, ça c'est le résultat, et il y a beaucoup de nœuds qu'on pourrait supprimer, parce qu'en fait c'est juste des nœuds que j'ai utilisés pour tester. Donc en gros, par exemple, ce type de nœuds là, tous ceux qui sont un peu en bout de chaîne comme ça, tous ces nœuds, en fait, ils peuvent partir. Ils sont juste là pour m'aider à m'assurer qu'il y a la bonne trajectoire, mais voilà. Donc, voilà en gros à quoi ça ressemble. Donc, voilà. Donc, en fait, ce sont ces nœuds-là, et ces nœuds, en fait, ce qui se passe, l'information qui passe à travers les flèches, c'est pas du texte, c'est une information structurée dans laquelle il y a potentiellement des fonctions. Et du coup, chaque nœud peut prendre du coup
bah, ce qu'il y a là-dedans pour lancer pour du coup faire d'autres opérations qui peuvent être une variation, une création, voilà, la création d'un point d'entrée pour tester du code. Voilà, il y a plein de choses. Donc je vais juste illustrer un petit peu tout ça. Donc en gros, le point de départ, c'est donc voilà. Voilà, donc ici, ce nœud là, ça s'appelle loader et c'est un nœud qui va charger une fonction. Et du coup, cette fonction, elle s'appelle mathbasic et elle fait partie du fichier mathbasic.py. Donc là, c'est le fichier mathbasic.py et il est en train de charger cette fonction qui est, donc c'est ce que j'ai dit, complètement hard-codée et qui sert virtuellement à rien. Elle sert juste à donner un début de représentation de ce à quoi ressemble le problème. Voilà, donc ensuite, ce que je fais, c'est que je vais prendre cette fonction, je vais dire, ok, maintenant, en fait l'idée, c'est vraiment de faire intervenir l'IA de manière incrémentale. Pas de lui dire, change tout, parce que du coup, je maîtrise plus rien, mais de la faire intervenir de manière incrémentale, en contrôlant ce que je veux faire, parce que j'ai une expertise sur le problème. Voilà, donc ici, en gros, donc on est parti du cas que j'ai montré précédemment, et en fait, ce que je dis, c'est que je veux pas que ce soit un truc hard-codé, je voudrais avoir un graphe, donc en fait, comme un espèce de dictionnaire qui me permet de savoir quel nœud passe à quel autre nœud. Voilà. Et donc là, donc du coup, on peut voir ce qui a été produit. Voilà, hop. Donc ça, c'est un nœud qui sert juste à la visualisation. Donc là, je vais les brancher. Et donc là, ce nœud, il est vide, il n'y a rien dedans. Mais en fait, il sait quel est le résultat qu'il attend d'ici. Donc là, je vais faire CTRL-P pour dire, on fait le calcul de graphe. Et là, en fait, il m'écrit du coup la nouvelle fonction qui a été produite dans variation 0. Voilà, bon, voilà, c'est la fonction de résolution qui a été produite initialement. Voilà, donc ensuite, après, j'ai généré deux streams. Donc j'ai généré un stream pour améliorer la structure du jeu, avoir un jeu un peu plus compliqué. Et après, il y a un autre stream qui va sur la résolution. Donc là, en gros, ce stream, c'est ce que j'ai dit. Donc en fait, du coup, en fait, ce que je dis, c'est que je voudrais que le jeu soit dans une fonction séparée. Donc là, c'est ce que fait ce nœud. Et ensuite, là, on va dire, ok, je veux qu'il soit un peu plus compliqué et je rentre un peu d'expertise parce que je sais à quoi je voudrais que le jeu ressemble. En fait, je suis en train de mettre là-dedans le problème que j'ai déjà résolu. Parce que du coup, je sais quelles sont les valeurs que je dois obtenir, je sais comment est-ce qu'il faut le résoudre et du coup, je sais que ce raisonnement, il peut s'étendre. Donc, je veux prendre mon raisonnement que j'ai mis en place, que j'ai du coup validé sur une instance pour le projeter vers d'autres contextes. Donc là, je rentre un petit peu d'expertise. Et ensuite, du coup, du coup, je dis, bah ok, super, à partir de cette expertise, maintenant, je veux voir si le graphe que je te demande, tu l'as bien réalisé. Voilà, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette fin. Donc là, on a le graphe qui est un peu plus compliqué, enfin le jeu qui est plus compliqué. Ici, c'est la fonction pour demander un plot. Et donc là, ce nœud, ce qu'il fait, c'est qu'il est juste en train de créer la fonction d'entrée pour avoir un espèce de fichier, un fichier en standalone qui va prendre toutes ces fonctions, qui va les combiner, qui va appeler du coup le main pour lancer le résultat. Voilà, donc c'est un peu pénible à comprendre. Donc je vais juste exécuter ce nœud pour vous montrer le principe. Voilà, donc les calculs sont déjà faits, donc il n'y a pas besoin voilà. Et donc là, en fait, j'obtiens ce bout de code. Donc ça, c'est la nouvelle fonction qui définit du coup le jeu. Voilà, à partir des informations que j'ai données et de la fonction qu'on avait précédemment. Et ça, c'est la fonction qui vient d'être créée pour faire le plot. Et ça, c'est la fonction myTest. Donc c'est ce que j'ai montré juste avant. Voilà, c'est la fonction myTest qui en fait récupère les différentes docstrings ou les différentes fonctions présentes et crée un point d'entrée pour que moi je puisse tester la chose. Et du coup, ça, on peut donc le tester tout de suite. Voilà. Donc là, si je lance, en fait, là, le code qui est exécuté, c'est un code qui a été produit à partir du graphe. Et ça, c'est le résultat. Donc, c'est les premiers écrans que j'avais mis dans la présentation. Voilà. Très bien. Donc ensuite, à partir de là, bon, je ne vais pas passer trop de temps, je vais un peu accélérer, mais en gros, voilà. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je vais merger les deux streams. Donc là, on a eu, là, j'ai pu valider que la structure du jeu, c'était bien ce que je voulais avec ce chemin. J'ai pu me dire, ok, c'est comme ça que je voulais que le jeu soit représenté, donc ça me va. Et donc maintenant, je vais pas aller plus loin là-dessus, ça m'intéresse pas plus. Par contre, ce que je veux, c'est prendre le résultat de la fonction du coup qui a généré le jeu. Et je vais la mélanger à une fonction à qui j'ai dit, maintenant, toi, si je te donne un jeu, j'ai pris cette fonction, je l'ai passée là en disant, et cette fonction, elle m'a permis de générer une fonction qui me permet d'identifier les sous-jeux. Ça, c'est important parce qu'on a besoin de ces sous-jeux pour lancer la résolution par la suite. Voilà. Donc, et ensuite, pareil, même principe, donc je prends ces deux fonctions et je vais les merger en disant, maintenant, j'ai besoin
j'ai besoin du coup d'un bout de code qui va orchestrer ces deux fonctions pour que je puisse voir si effectivement le système récupère bien les trois sous-jeux que je voulais. Voilà, et donc là je peux exécuter ça, ça va écrire sur le même fichier. Voilà, donc il vient d'écrire. Et donc là maintenant, voilà, donc là maintenant si je relance ce bout de code, et ben là en fait, du coup le code vient d'être réécrit, et là ce que j'ai c'est bien les trois sous-jeux. Ah oui, non, ça c'était avant. Donc il n'y a que deux sous-jeux parce qu'effectivement j'avais vu qu'il y avait une erreur. Et donc là c'est là que c'est super intéressant parce que du coup je sais moi qu'il y a trois sous-jeux. Donc là en fait il n'a pas résolu comme je voulais. Et là en fait on a un nœud qui s'appelle script test. Et en fait script test ce qu'il fait c'est qu'il va en fait je lui donne une condition d'arrêt. Voilà, donc en gros c'est un nœud dans lequel on peut dire quelles sont les fonctions qu'on a le droit de tester, quelles sont les fonctions qui sont interdites. Donc là, en fait, il n'a pas le droit de toucher à la fonction qui définit la structure du jeu, ça c'est hors de question. Par contre, il faut travailler sur la fonction qui fait la résolution, qui va trouver les sous-jeux. Et donc là, je dis, au fait, c'est presque bon, par contre, en fait, il m'en faut 3. Donc je sais que c'est pas bon. Et donc là, en fait, il y a un process qui se met en place avec un modèle qui va prendre le code, l'exécuter. C'est pour ça qu'on dit quelle est la fonction de test. Donc là, en fait, ce truc-là, lorsqu'on le lance, le modèle, il va tester le code. Il va tester le code, il récupère l'output, et en fait, il se corrige lui-même. Parce que ce qui est intéressant, ça c'est super intéressant parce que moi, en fait, là, vu que c'est pas moi qui ai écrit ces fonctions, pour rentrer dedans et prendre la logique, des fois, ça peut être un peu pénible. Mais je sais ce que je veux comme résultat. Je sais ce que je veux. Et en fait, si je demande au modèle de langage de tout faire, là, ça risque de se casser. Par contre, là, en fait, son action, elle est sur un cas très spécifique. Donc, je peux, en fait, abstraire, donc modulo un certain niveau du coup, de perte de compréhension technique, hein, mais je peux abstraire une partie de ce qui est fait au bas niveau. Et voilà, donc c'est exactement ce que fait ce nœud-là. Donc, ce nœud-là, quand on le lance, en fait, il va faire tourner le code, récupérer l'output, le passer au modèle de langage, et qui va du coup dire est-ce que ça correspond à ce que je voulais. Donc moi, là, je donne ce qui est attendu comme résultat. Est-ce que ça correspond oui, non. Quelles sont les modifications apportées aux fonctions qui sont autorisées. Il écrit ça, et du coup, ça modifie le code et ça le relance. Et à la fin, ce qu'on obtient, en fait, c'est les fonctions modifiées. Voilà. Et en l'occurrence, il a modifié que celle-là. Voilà, et du coup là, donc après il y avait un autre truc parce qu'ils étaient mal rangés, je m'en suis rendu compte par la suite. Donc là, il y a un autre script test, et donc là je vais relancer le résultat. Voilà, ça vient d'être écrit, et du coup, voilà. Et donc là, en fait, on a dans le fichier qui vient d'être écrit, on a bien 3 sous-jeux avec le war stage, donc ça c'est ce qu'on avait vu, qui a un type imparfait. On va avoir du coup le second sous-jeu qui est au niveau de la décision 2 et ensuite le jeu global. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut, je le sais parce que je l'ai fait à la main. Et je sais quels sont les nœuds qui sont dedans. Voilà, donc là, je suis en train de formaliser ce que j'ai fait à la main. Voilà. Bon, ensuite, je vais passer un petit peu vite parce que c'est la partie qui est un peu compliquée. En gros, là, il faut passer plusieurs types d'informations à différents nœuds. Mais en gros, là, c'est toute la partie qui, pour un certain sous-jeu, va mettre en place une fonction de routage du résolution qui permet du coup de résoudre les jeux parfaits ou les jeux à information imparfaite. Voilà, je ne rentre pas trop là-dedans. Voilà, donc il y a plusieurs nœuds qui font ça, et en fait à chaque fois on peut tester du coup les fonctions qu'on vient de produire. Donc là par exemple ce nœud là qui s'appelle design entry point, il va prendre la fonction qui génère les jeux, il prend voilà, plusieurs résultats, on les teste, et moi je savais quelles étaient les probabilités que je devais attendre, et c'est ce que j'ai eu. Voilà, et donc ensuite, bref, on combine tout, et du coup, à la fin, on obtient donc, ce résultat que je vais lancer. Voilà, et du coup, c'est le 3, clac. Voilà. Et ben là, du coup, ce qu'on a, en fait, ça c'est le résultat. Donc en fait, le résultat, lorsqu'on résout le sous-jeu, ici, on obtient un nœud qui est à moins 95, donc le payoff est très mauvais pour les deux joueurs. Et donc en fait, lorsqu'on fait l'induction en arrière, ce nœud-là, en fait, il est avantageux pour le joueur A, et il est moins désavantageux pour le joueur B que le nœud qui est ici. Donc en fait, le joueur A, vu qu'il sait que le joueur B est rationnel, il sait qu'il va choisir ça, et ça, c'est le meilleur payoff pour lui, qui est supérieur à PIS. Et donc c'est pour ça que le joueur A, il choisit Escalate, et ainsi. Bref, peu importe, ça c'est la vraie solution, je le sais, je l'ai fait. Et donc là, je suis capable d'avoir un bout de software qui résout le même problème, mais de manière plus générique. Et donc je vais pouvoir étendre cette chose-là vers d'autres contextes. Et c'est ce que je voudrais illustrer maintenant. Parce que là, en fait, dans le code artist, il y a un truc qui s'appelle le variation list.
Et donc en fait, on lui donne une fonction. Donc ça, c'est la même fonction que j'avais précédemment qui génère le jeu. Et après, j'ai un fichier qui s'appelle mathVariations qui va dire comment est-ce que je veux, enfin quelle variation je veux. Ce fichier, il est là. Donc là, il n'y a qu'une seule variation. Il n'y a qu'une seule variation, mais en fait, on pourra en avoir voilà, 50 avec des niveaux de détail plus ou moins, enfin, plus ou moins hauts. Et en fait, ce que fait ce truc-là, c'est qu'en gros, on construit un prompt qui dit voilà la structure de la fonction qui nous intéresse, voilà les modifications qu'on veut, génère une nouvelle modification. Et donc, le résultat, du coup, c'est le nœud qui est ici, donc displayFunc, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Et donc, ce nœud-là, en fait, il écrit un autre arbre, voilà, un autre jeu au sens théorie des jeux, qui contient la même structure, enfin qui a la même structure que le précédent, ça veut dire les mêmes noms d'actions, les mêmes, enfin la même structure de données, mais en fait il peut être plus grand, il peut être plus petit avec d'autres payoffs, avec un autre scope. Donc en fait c'est un autre problème, mais qui a la même structure. Voilà. Donc là c'est un autre truc, bon sur des questions de R&D et tout, enfin peu importe, ça peut être n'importe quoi. Hein. Voilà. Et donc après ce qu'on peut faire, bah, c'est juste, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce code, je le copie et je le fais à la main, mais on pourrait le faire bien sûr automatiquement. Mais c'est juste pour illustrer la démarche. Et donc là, ça c'est test game sub 3, donc ça c'est ce que j'ai fait juste avant, c'est ce que j'ai lancé avec le résultat et tout. Et donc là maintenant, hop, je vais insérer cette fonction. Et je vais, à la place de lancer du coup celle-là qui est celle en fait, qu'on avait de base, bah, ce que je vais faire c'est... Voilà, je vais lancer la nouvelle. Et donc là c'est le moment de vérité. Et voilà. Donc ça c'est génial. Ça c'est génial parce qu'en fait, ça c'est un nouvel arbre qui représente un autre problème. Et en fait, on a pu exporter une solution unique vers un cas plus large. Et donc maintenant, quel que soit le problème modulo, du coup, un respect de certaines contraintes, mais en fait ça, l'utilisateur pour lui, il a juste besoin de venir et d'écrire une phrase comme ça, ou deux, trois phrases. C'est rien en fait en termes de complexité métier. Enfin, il faut juste exprimer son métier. Quelle est la situation que tu veux résoudre. Et en fait, du coup, la construction du coup, de ce système fait que la personne va pouvoir générer une situation plus proche de ce qui l'intéresse, enfin, qui reprendra un peu ce qui l'intéresse, modulo certaines contraintes, certaines hypothèses, et on pourra la résoudre avec cette librairie. Et en fait, à l'échelle d'une entreprise, mais ça, pour moi, c'est un truc de ouf. Parce que ça veut dire qu'on peut prendre le travail d'un expert sur un sujet et le mettre à jour, le diffuser de manière voilà, très rapide en fait. Parce que ça maintenant, là, le code que j'ai montré, là, test Game 3, on peut en faire une librairie. Toutes ces fonctions maintenant, cette stratégie de résolution, la façon de trouver les sous-jeux, et ainsi de suite, elle est générique en fait, elle ne fait pas d'hypothèse sur le format du jeu. Plus que, enfin voilà, il n'y a pas trop d'hypothèses sur le format du jeu, donc en gros on peut créer plein de variations. Et du coup, enfin voilà, donc en fait... voilà, je trouve qu'il y a un vrai avantage technique où en fait on va avoir un expert qui travaille en collaboration avec l'IA, ça veut dire qu'il résout un problème une fois et qui ensuite guide l'IA via son expertise, comme je le montre ici, pour produire une structure qui va être réutilisable. Parce que là au final, si j'envoie ça à ChatGPT, peut-être qu'il me sort le code, c'est pas un problème qu'il me sorte le code. Cela dit, pour le tester, pour le vérifier, pour savoir si ça fonctionne dans mon contexte et ainsi de suite, déjà, c'est pas trivial. C'est pas trivial. Et en fait, le niveau d'information qu'il faut passer via le prompt, il est énorme en fait. Et ça marchera. C'est très dur de faire marcher les choses comme ça. C'est très dur de décrire via un prompt le comportement d'une fonction. On peut décrire le comportement à haut niveau, mais il faudrait plus de mots que ce qu'il y a de code dans la fonction pour décrire le flux de données, pour décrire les contraintes, pour décrire ce genre de choses. Voilà, enfin bref, il y a plein de choses à dire. Je trouve que voilà, c'est encore un peu, peut-être un peu voilà, technique, c'est pas trivial, mais à mon avis, il y a une vraie opportunité de croissance là-dessus, sur en fait la formalisation de l'expertise et sa mise à l'échelle. Voilà, bon, j'espère que c'était digestible et compréhensible, mais n'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions. Merci beaucoup.